Bonjour à tous, Interaction, troisième épisode. Interaction, c'est l'émission de gestion interactive, une émission pendant laquelle je vous invite à intervenir, à interroger nos spécialistes autour de la table, en l'occurrence Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour. Bonjour Hubert. Paul Schworer, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour. Bonjour Paul, qui est le gérant, qui représente en effet Acer Finance, il travaille avec Thomas, qui n'est pas là cette semaine. On va parler ensemble de tout ce qui fait l'actualité et puis bien sûr finir par ce comité de gestion d'interaction, je le rappelle, un portefeuille sur lequel vous pouvez investir, vous pouvez acheter des parts d'interaction. D'ailleurs, Hubert, ça commence à se propager sur les différents brokers. Oui, la plupart des brokers maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a Fortuneo, Cortal, Boursier, Boursorama. Voilà. Il en manque encore quelques-uns, donc Bourse Direct notamment, faites des efforts. Et les performances sont contrôlées par Europerformance, donc vraiment... Donc on peut commencer à en acheter, mais surtout commencer à poser vos questions. Alors on va attaquer avec l'actualité. Alors, un point tendance, Hubert, avec vous, comme chaque semaine. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Les marchés se stabilisent. En fait, depuis un mois, si on regarde le CAC 40, c'est 4100, 4260. On se stabilise sur les marchés européens autour du niveau du début de l'année. On gagne 1 à 2%, un peu plus sur les marchés un peu exotiques ou un peu périphériques, comme on dit, un peu moins sur l'Allemagne ou la France, pour des raisons diverses. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. La France, l'indice CAC 40 est quand même pénalisé par ses 10% de Sanofi et 10% de Total ou pas loin. Chaque semaine presque. Voilà, presque chaque semaine. Pénalisé ou favorisé. Alors on a donc Wall Street qui bat des records et effectivement on a du mal à s'affranchir en Europe des anticipations de hausse des bénéfices qui servaient de base au cours du début de l'année. Donc on les retrouve. Les trimestriels sont bons. 60% pratiquement des publications sont au-dessus en chiffre d'affaires ou en bénéfices. Avec des chiffres, des données économiques importantes qui sont tombées, l'inflation et la croissance. Paul, c'est une surprise la croissance en France, plus 0,3 au trimestre? La croissance plus 0,3, bon, il ne faut pas oublier que sur l'année, ça ne sera pas fantastique. Non. C'est pas mal puisque l'Italie est à moins 0,1, que l'Allemagne est à plus 0,1. C'est plus qu'attendu en tout cas en France. Elle est légèrement mieux que ce que tout le monde attendait aussi en Allemagne puisqu'on craignait qu'elle passe en dessous. Bon, sur l'année, ça fait quand même a priori un 20 en Allemagne et ça restera très en dessous. C'est les 0,4 qui étaient attendus par le gouvernement. Ça ne va pas servir de catalyseur pour aller... 0,3% sur la zone euro, donc on voit bien que le catalyseur... Alors, l'Allemagne, la panne allemande fait qu'effectivement, au moment où ça pouvait démarrer, on a l'impression que ça patine. En revanche, on a quand même dans cette surprise, même si c'est une surprise sur l'épaisseur du trait d'aujourd'hui, un effet de la dévaluation de l'euro par rapport au dollar et un effet de la croissance américaine qui commence à se faire sentir, peut-être pas assez. Tout à fait. Enfin, surtout, l'évolution du dollar, elle a commencé finalement en juin et il lui faut un certain temps pour se traduire dans les chiffres, mais peut-être que c'est ce qu'on voit déjà dans les résultats qui ont été publiés précédemment et qui sont légèrement meilleurs et on verra plus tard que... Et puis le ton en plus des présidents ou des managers quand ils publient, au lieu de se plaindre de la parité de change comme ils le faisaient au premier trimestre, ils admettent que ça va un peu mieux. Bon. Le sujet a changé. Il y a un autre sujet, c'est le baril de Brent. On est passé sous les $80. On va en reparler sur ses conséquences dans le portefeuille. Est-ce qu'Acer voit ça continuer cette chute? C'est quelque chose qu'on attendait. Finalement, un baril qui atterrit vers $75, c'est quelque chose qu'on avait en tête et qu'on a totalement intégré dans nos raisonnements. Alors, après ça, il faut savoir s'il s'agit de quelque chose qui est ponctuel et de circonstance par rapport à la réunion de l'OPEP qui aura lieu le 27 novembre et si c'est tout simplement un ajustement ou une pression sur l'offre qui fait que finalement le prix baisse pour toucher le gaz de schiste, finalement, et tous les investissements en gaz de schiste en Amérique, ou si c'est quelque chose de plus profond. Ouais. Et je pense que les instances qui s'occupent de tout ce qui est chiffres en matière de prévision pétrolière ont peut-être un peu sous-estimé ce virage. Mais potentiellement, ça peut être un problème pour tous ces indices boursiers, on le rappelait avec... Pour les indices, mais ça n'en est pas forcément un pour les investisseurs qui peuvent en bénéficier, parce qu'il faut faire attention à une chose, c'est que quand même la baisse du coût de l'énergie est une très bonne nouvelle pour beaucoup d'industriels, beaucoup de sociétés de services. Si les transports aériens, c'est une société de services. Donc c'est une bonne nouvelle.
Moi, je partage un peu le scénario en disant 75-80, peut-être qu'on ira vers 80-90, mais ce n'est pas l'OPEP aujourd'hui qui stabilise le marché, c'est effectivement les gens qui extraient du pétrole dans les sables ou du gaz dans les sables. Oui, je pense que quelque part, en fait, ça traduit qu'on a vécu une décennie passée qui était l'offre de travail pas chère et qu'on est en train de rentrer dans une décennie qui est l'offre d'énergie pas chère. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ça va avoir des effets quand même positifs parce qu'on va avoir du pouvoir d'achat qui va être redonné aux consommateurs. Et ça, c'est quelque chose de nécessaire dans une période de croissance qui est un peu fragile. Bon, c'est intéressant et c'est toute cette grille de lecture qu'on essaye d'expliquer semaine après semaine. On passe tout de suite à la rubrique tableau de bord. Alors, on en a l'habitude, on commence cette rubrique avec les différents feux, les feux orange, rouge ou vert. Qu'est-ce qui a changé cette semaine, Paul, sur ces feux ? Finalement, rien n'a changé cette semaine. On est un petit peu dans la stabilité. D'ailleurs, finalement, peut-être que c'est pour ça que les marchés sont restés un peu stables, même si on voit là plutôt un indicateur général d'une ambiance et d'un terrain sur lequel les marchés s'organisent. Globalement, je crois que ce qui est intéressant, c'est de revenir peut-être sur le point qu'on avait vaguement évoqué la semaine dernière, qui est le sentiment économique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sentiment économique est passé de l'orange au vert, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire que quelque part, après toute une phase de décélération de cet indicateur-là, on a retrouvé une amélioration. Alors, on regarde ce tableau du sentiment économique, et en même temps que vous nous expliquez qu'est-ce que c'est le sentiment économique. Alors, le sentiment économique, c'est en fait une moyenne pondérée de tout un ensemble d'indicateurs qui vont mesurer l'activité industrielle, l'activité manufacturière, les services, les consommateurs, qui vont prendre le commerce de détail, qui vont donner un panorama synthétique de l'état de l'économie dans une zone. Mais on appelle ça sentiment, ça veut dire qu'on a l'impression que ça ne repose pas sur des chiffres ou des statistiques avérées, mais plus sur un état d'esprit. Alors, on travaille sur la base d'indices de confiance. Donc, c'est des interviews, en fait, de directeurs d'achat, de responsables de production. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les indicateurs avancés. Alors, un indicateur avancé, vous êtes forcément sur des hypothèses, sur du sentiment. Le gros avantage, c'est qu'en fait, on a une régularité des données qui est mensuelle ou hebdomadaire, alors qu'autrement, il faut attendre des publications qui sont en train de C'est un peu comme les sondages dans la vie politique. Pour qui avez-vous l'intention de voter ou pas? Alors, sur ce graphique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sur ce graphique, on voit que c'est haussier, mais quand même, on est sur le fil de la neutralité et du positif. C'est qu'on a d'un côté des bonnes indications micro-économiques, comme on le disait, et des indications macro un peu inquiétantes. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a eu une détérioration. On le voit bien sur la fin du graphe, et on vient de connaître une petite inversion, puisqu'on était à 102,5 au mois de mars, on était à 102,6 au mois de mai, et là actuellement, on vient de repasser les 100 positivement après les avoir franchis à la baisse précédemment. Donc 100, c'est le niveau, c'est la moyenne, c'est le niveau de l'eau en fait. Voilà. C'est la surface des mers. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder aussi à travers le temps comment ça caractérise le mouvement. On est plutôt un mouvement qui est du type de celui qu'on a connu en 2005-2006, avant une belle envolée, plutôt que celui qu'on a connu pendant la crise européenne. Donc c'est pour ça qu'il est au vert et que vous êtes confiant sur cet indicateur. On a des éléments, le ralentissement chinois, les questions géopolitiques, et on va avoir l'occasion d'y revenir, qui entretiennent de l'inquiétude. En face, on a le sentiment que la Banque centrale, c'est quand même, on n'en a pas parlé, européenne, est en train de mettre en place son dispositif de mesures non conventionnelles, puisque même le rachat d'obligations d'État par la Banque centrale n'est plus tabou, puisque le gouverneur de la Banque de France l'a même évoqué. Alors, on parle justement tout de suite des enjeux géopolitiques. Vous nous avez apporté d'autres graphiques. Paul, le rouble, on va voir le rouble s'afficher. Donc, en quoi est-il intéressant? On voit cette forte accélération. En fait, sur l'année 2014... c'est pas le rouble baisse. Le rouble baisse, effectivement. Et la courbe monte. On a une forte accélération parce qu'il se déprécie face à l'euro, c'est ça? Ou le dollar? C'est face au dollar. Là. Face au dollar. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une variation de 43%. Ce qui est très significatif. On revisite des moments qui étaient ceux de 2009, ou, si on remonte un peu plus loin, ceux de 1998, quand la crise asiatique s'est transformée en crise russe. Pourquoi on s'intéresse au rouble, nous? Parce que c'est un pays qui est producteur de gaz,
producteur de pétrole, qui est un acteur important. Et finalement, c'est aujourd'hui un pays qui se tourne vers la Chine, qui a des capacités d'épargne considérables et qui a besoin d'énergie et qui donc peut être un allié important pour la Russie. C'est très important de voir ce qui s'est passé dans ce fameux sommet de Pékin du Pacifique. L'administration Obama, initialement, pensait que ça consacrerait l'union américano-chinoise. Et ça consacre presque l'unité des anciens blocs communistes, de la Russie et de la Chine, notamment pour ce qui concerne les exportations chinoises qui vont être davantage libellées dans la monnaie chinoise. Et donc le rouble peut devenir presque une dérivée du yuan, bizarrement. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence sur notre portefeuille ? Oui, ça a une incidence sur notre portefeuille. Ce rééquilibrage géopolitique. Cet équilibrage. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est l'aspect change qui va avoir des conséquences sur l'activité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de crise géopolitique entre l'Europe à travers l'Ukraine et la Russie, entre l'Amérique et la Russie. Et il est surprenant de se dire que depuis 2 ans, finalement, M. Poutine a rencontré Xi Jinping une dizaine de fois, quand il n'a rencontré M. Obama que quelques fois. Et par hasard. Et par hasard, et on se souvient des plages du débarquement. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a peut-être des petits problèmes avec l'Ukraine qui font que c'est moins facile de fréquenter M. Poutine en ce moment. C'est un effet quand même buvard très important sur toute l'Europe centrale, dont et l'Allemagne et l'Italie sont très dépendants. Alors, vous nous avez apporté un autre graphique pour finir ce dossier russe, taux français et puis russe à 5 ans. Les emprunts russes, finalement, on s'y intéresse ? Les emprunts russes, non, on ne s'y intéresse pas pour investir. Mais on s'intéresse à cette divergence qui est quand même très significative. Comme on peut le voir, il y avait une certaine convergence des taux à la baisse. L'Europe a continué ce mouvement de baisse, mais depuis le mois de septembre 2013, finalement, les taux russes sont en train de monter et on est passé, ça c'est ce qu'on voit sur l'échelle de droite, on passe finalement de niveaux qui sont autour de 7 à des niveaux qui sont au-dessus de 10, ce qui est très significatif et qui va avoir des conséquences sur le financement de l'économie russe. Alors, ça nous amène à la météo du risque. On reste donc en mode 3, donc avec des nuages, mais toujours en position d'investissement. C'est ça la... Mais en amélioration quand même. En nette amélioration. On imagine que le 2 peut être en vue. On imagine, déjà, en fait, on imagine 2 choses. On imagine que le 2 est possible, alors que on se posait il y a 1 mois la question de savoir si on ne finirait pas vers le 4. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est déjà un renversement très significatif. On est dans une situation où si l'aspect géopolitique russe et l'énergie, parce que finalement c'est l'énergie qu'il y a derrière, est réglé, on a quelque chose qui est peut-être un peu plus positif pour l'avenir. Et en dernier lieu, on peut dire que finalement, on pourrait avoir des décisions au niveau européen qui seraient précipitées par cette situation de tension auquel on peut assister, qui pourraient, elles, être le catalyseur de passer. Si on peut revoir le graphe, lequel le graphe de la météo, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le bas, vous avez les périodes. Vous avez en gris la période actuelle, le risque 3, en noir le risque 4, et en bleu clair et foncé les 2 meilleurs. On voit qu'on est de temps en temps en risque 1 ou 2, qui permet d'être plus offensif dans le portefeuille. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas été. Ça serait une très bonne nouvelle. Et notamment ça permettrait au portefeuille d'évoluer très sensiblement vers un aspect moins défensif. Allez, on passe à la rubrique performance. Une rubrique performance, je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, profitez-en pour nous interroger. On va prendre celles qui sont arrivées un peu avant l'émission. Alors, rappel de l'objectif du fonds, Hubert ? L'objectif du fonds, c'est de capter les périodes de valorisation tout en maîtrisant le risque. On n'élimine pas le risque, c'est un placement en action européenne. Donc il y a des risques, il y en a, on peut le rappeler, mais on va le voir tout de suite. Le risque fait la performance à terme. Et donc l'objectif, c'est en fonction de la météo, en fonction des thèmes d'investissement, le pétrole en est un, donc l'énergie pas chère, en fonction de ces thèmes d'investissement, une répartition n'est pas la même, comme on l'a dit, quand on est en mode 1, c'est-à-dire quand il fait très beau, et quand on est en mode 3, où il y a quand même des nuages. Donc la maîtrise du risque
Et à ce niveau-là, en revanche, l'idée, c'est de profiter des valorisations que les entreprises offrent. Alors, performance, tout de suite, on le voit, moins 0,17 cette semaine. C'est la performance arrêtée hier soir. C'est la performance à ce matin vers un niveau de 4205. D'accord. On observe donc un recul de la performance sur la semaine. Une augmentation du poids investi, on était plus proche des 92, là on est à 94 presque. Tout à fait, on continue à être à l'investissement et non au désinvestissement. Oui, c'est logique, on investit beaucoup parce que justement on se tourne vers du défensif. Le premier poste, on le voit, 33%, le tiers du portefeuille est en défensif, ça correspond au mode 3. Et ça contrebalance le fait qu'on soit investi à maintenant 94%. Alors, une contre-performance dans les TMT, alors que celle du... en effet, on fait moins 0,2 dans les TMT, on va revenir en détail. Tout à fait. En fait, sur les TMT, on a le dossier Altran, qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. On va reparler un peu plus tard. Si on voit l'autre graphique, celui qui permet de comparer en fait, ce que fait le portefeuille avec l'indice CAC, tiens, en attendant, juste une question de Jean-Claude qui nous demande, pensez-vous que la baisse du rouble et du Brent est une pression masquée des USA vis-à-vis des Russes? Inévitablement, ça rentre dans le jeu. Inévitablement. Mais ça joue dans les deux sens. Mais qui est réellement gagnant au final? C'est un peu la barbichette. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si, au final, l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui qui laisse les prix baisser par une abondance d'offres, n'est pas un petit peu en train de se rendre compte que le gaz de schiste et le pétrole de schiste sont des choses qui lui ont un peu échappé. Alors, on voit la performance relative entre le portefeuille Interaction et le CAC. On voit que le CAC progresse dans le même temps de 0,37%. Donc là, on a une contre-performance. On paye le caractère défensif. On est toujours en mode 3. Trop défensif. Quand cette semaine, la performance est faite sur la consommation, L'Oréal, LVMH, Hermès, c'est fait sur les cycliques. On a même eu des bonnes nouvelles dans la chimie. Alors, des bonnes nouvelles, Arkema ou Solvay, les grands chimistes européens disent que ça va aller moins mal, donc même ça. Et puis, il y a eu un rattrapage de la pharmacie, plus les valeurs à effet de levier, dollars et Paul, on est trop défensif. En fait, déjà, je reviendrai sur un point, c'est que si l'effet Altran a été significatif sur la semaine, depuis le début de la création du fonds, c'est en même la contribution, c'est un tiers de la contribution de la performance. Donc, globalement, ça reste un des domaines qui est important. L'endroit où, effectivement, on est en décalage, c'est plus sur la consommation cyclique. Et on le voit, consommation cyclique plus 0,36% dans la performance de l'indice CAC, et nous, on fait moins 0,01%, c'est-à-dire qu'on n'en a pas assez. Parce qu'on n'est pas exposé. C'est un choix qui, aujourd'hui, on pourra revenir dessus dans la partie gestion. C'est un choix qui est volontaire, et on considère qu'aujourd'hui, on préfère être un peu plus défensif. Et alors, est-ce qu'on a changé d'opinion au vu de cette semaine, ou est-ce qu'on va rester dans cette optique défensive? On reste dans cette logique défensive, d'autant que finalement la contribution sur les défensives est depuis le début de la période relativement satisfaisante. Et si on analyse la structure des défensives, finalement, on a dans les 33% apparents ici, 36% apparent ici, 36,98 pour le CAC. On a Total et Sanofi qui font 11,80 et qui sont sous-pondérés par rapport au reste. Que nous avons choisi de sous-pondérer, ce qui ne donne pas la mesure finalement de la structure du portefeuille. Alors, on va passer directement à ce portefeuille, parce que je sens que vous rangez votre frein tous, et ceux qui nous regardent aussi, de voir en fait dans le détail quelles sont ces lignes. La rubrique gestion d'interaction, ce comité de gestion interactif auquel vous pouvez participer, on va prendre toutes les questions, il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Vous pouvez investir également dans Interaction, dans toutes les bonnes crèmeries. Alors, on voit ce graphique avec bien sûr les contributions favorables cette semaine et celles qui nous ont pénalisés, on en a déjà touché un mot. Altran qui perd 7,7% cette semaine et donc qui pèse négativement sur ce portefeuille, moins 0,2%, tout comme le CAC, on doit être complètement corrélé aux positions d'Altran dans le CAC. Comment est-ce qu'on explique cette contre-performance, Hubert, d'Altran? Qu'est-ce qui a déçu?
Non mais Altran, ce qui est déçu, c'est qu'on en attendait un peu trop. Hein. C'est souvent ça en bourse. Hein. L'investissement tel qu'il a été, le concept tel qu'il a été décrit par Paul, c'est le concept de dire l'énergie est pas chère, donc on va payer plus cher les cerveaux. Et donc Altran, c'est une sorte d'entreprise de travail temporaire de très très haut niveau. Voilà. Donc c'est normalement un dérivé de la croissance. Alors s'il n'y a pas une croissance terrible chez nous, il y en a plus sur le reste du monde. Néanmoins, c'est des exportateurs. Hein. Altran, quand il envoie un ingénieur chez Peugeot ou chez Renault, c'est de l'exportation. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là C'est toujours un peu la même question. Est-ce qu'on se renforce? Est-ce qu'on s'allège? Déjà, il y a une première donnée. Est-ce qu'on ne fait rien? Pour l'instant, on surveille. Parce que le catalyseur de la baisse, c'est finalement une publication qui a été faite par Odo récemment et qui a amplifié une inquiétude et donc des prises de profit. Donc je pense que la première des choses, c'est de regarder un petit peu comment ça se passe et de réagir ensuite. Alors un secteur qui s'est bien comporté cette semaine, ce sont les télécoms, en particulier Orange. On voit une performance d'Orange de 2,7% sur l'action. Alors c'est presque paradoxal, puisque la bonne nouvelle c'est Iliad. C'est Iliad qui refait des performances dans son marché historique. Alors pourquoi Orange en profite? Marché du fixe, et l'ensemble du secteur en a profité. On parlera de Bouygues, parce que Bouygues a des mauvaises nouvelles en face, mais l'ensemble du secteur en a profité. C'est quand même des valeurs, là pour le coup défensives, des valeurs d'abonnement. Bon, on avait parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, de savoir si on prenait du Iliad ou du Orange. Finalement, garder l'Orange n'était pas un mauvais pari. Et d'ailleurs, une question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Renault demande 13 €. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'alléger sa position Orange? Donc, on considère que l'objectif sur Orange est au-delà et que c'est une logique qui s'inscrit dans la durée et pas simplement un petit coup. D'accord. On n'est qu'au début de cette remontée d'Orange. Le problème d'Iliad, c'est qu'il n'a pas assez de dette, c'est qu'il n'a pas assez de levier. C'est pas le cas d'Orange. Hein. Donc là-dessus, on est tranquille. L'héritage France Télécom donne de la dette, donc les taux bas sont une très bonne nouvelle. Alors, on a une contre-performance de Vinci cette semaine. D'ailleurs, il y a une question sur Eiffage. Tati demande que pensez-vous d'Eiffage? C'est le même sujet. C'est le même sujet. Donc, Eiffage a émis une alerte, une profit warning, comme on dit, sur son chiffre d'affaires, à venir. Bien entendu, pas dans les activités de concession d'autoroute, où là, il peut y avoir des pressions politiques, mais c'est toujours aussi bon. En revanche, dans le BTP, dans son travail initial, c'est en panne. On voit bien que même dans le chiffre de la croissance française, on voit bien que l'investissement public est lui en panne. Donc, je dirais mécaniquement, les deux autres, donc Vinci, il peut difficilement avoir des choses différentes d'Eiffage. Bouygues est un autre sujet, puisque Bouygues a du télécom. Donc, et Bouygues, qui s'en sort un peu mieux cette semaine. On le voit, plus 1,39%. Bouygues, c'est 21% de télécom et médias, et ça fait peut-être la différence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup escompté une reprise de la croissance sur l'investissement, et donc ça devait profiter au BTP. C'est peut-être un peu ce qu'on a ressenti négativement avec cette publication. Alors là, c'est un peu la même chose. Les mauvaises nouvelles sont derrière. Alors, il y a un problème plus large sur Vinci, sur Eiffage. C'est quel mal peut leur faire M. Macron dans les renégociations des concessions autoroutières. Alors, les contrats ont été assez bien faits, donc a priori, ils abordent la négociation assez tranquille. Et en même temps, on a du mal à dire non au gouvernement quand on dépend des marchés publics aussi. Voilà, c'est tout le problème. Jean-Louis, qui est un fidèle de cette émission, demande pourquoi pas de foncière? Paul? Pourquoi pas de foncière? Parce que finalement, nous n'avons pas une perception très positive de l'immobilier et que certes, l'avantage des foncières, c'est que c'est de l'immobilier papier, mais ça ne nous semble pas être le secteur le plus intéressant vu que les taux aujourd'hui sont quand même au plus bas. Les leviers disponibles sont difficiles à mobiliser. Alors moi j'avais une foncière à proposer en revanche, c'est Aéroport de Paris. Alors dire qu'Aéroport de Paris est une foncière, ça peut passer pour de la provocation, mais Vous aimez la provocation. Aéroport de Paris, ça vend des services, mais c'est surtout un centre commercial très haut de gamme, puisque les gens qui prennent l'avion, c'est évidemment du haut de gamme dans la consommation. C'est un centre commercial très haut de gamme dont la clientèle va être favorisée par le dollar fort, parce que la clientèle américaine, elle est arrimée à la croissance. C'est arrimé à la croissance, c'est arrivé au dollar, c'est arrivé à la croissance américaine. Donc
c'est quelque chose que je crois qu'il faut regarder. Hein. On a un taux de capitalisation des bénéfices de l'ordre de 16 fois, un rendement qui est de l'ordre de 3,9%. Donc on a un rendement qui n'est pas loin d'un rendement d'une foncière pour quelque chose qui est quand même plus dynamique. D'accord. Et avec quelle part de service dans ce chiffre d'affaires de l'activité, vous savez? Le part de service, la galerie commerciale, le mall, il représente combien? Retail and Service, c'est 243 sur 575. D'accord, donc c'est une grosse partie, c'est plus de la moitié. Non, c'est plus du tiers. Alors je donc ça, c'est votre suggestion. Donc c'est ma suggestion. ADP. ADP, on n'a pas particulièrement d'envie pour le moment. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs un reproche que je ferai un peu au portefeuille en général, c'est que les effets de levier de la clientèle américaine et du dollar, c'est le cas d'ADP, ça peut être le cas d'Accor, ne sont pas archi-joués dans ce portefeuille pour la bonne raison du fameux risque 3. Pourquoi ne pas jouer plus ça alors? Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on travaille et effectivement qui est à prendre en considération. Aujourd'hui, on le joue finalement à travers l'industrie qui doit être avantagé par cette baisse, mais je pense qu'on pourrait le traduire plus significativement et c'est un des sujets sur lesquels on va travailler. Toujours dollar, croissance américaine. Il y a la consommation haut de gamme, L'Oréal, LVMH, Hermès. Tout à fait. Là, vous regardez ou oui, alors on regarde ou oui, on regarde, mais on regarde pas seulement avant de se lancer. Bon, L'Oréal, c'est... Enfin, L'Oréal a fait 3%, c'est beaucoup pour cette valeur-là cette semaine. Hein, voilà, L'Oréal et LVMH, c'est à peu près 8%, c'est la moitié de la position de consommation cyclique. Sachant que nous, on a de l'Essilor. Hein. Tout à fait. Donc, mais dans l'indice, c'est cela. Et finalement, L'Oréal a une belle performance depuis 2 ans, puisque la problématique finalement dans les consommations cycliques, c'est que depuis 2 ans, elles n'ont pas fait grand-chose, ou alors elles sont très proches de leurs objectifs. Et en l'occurrence, pour nous, L'Oréal, notre objectif est à 130, on est à 131, c'est pas le moment d'y aller. LVMH, là, on a un objectif qui est à 147, on est à 137, il y a 2 ans on était à 138, si on revient un petit peu en dessous vers 126, on sera prêt à sauter. Il va y avoir une actualité, c'est avec la distribution de titres Hermès qui va probablement créer des arbitrages et sur LVMH, et sur Dior, et sur Hermès. Tout à fait. Donc, pour l'instant, la consommation L'Oréal, LVMH... alors Danone, Pernod, c'est une grosse déception. Pernod, boursière, j'entends. Oui, pour nous, on est proche des plus hauts. D'accord. Donc c'est ça qui justifie en fait le fait qu'on n'y aille pas, c'est parce que en fait, les objectifs que vous fixez sont trop proches des cours actuels. Tout à fait. Donc il n'y a pas de gain potentiel suffisant. D'accord, on a bien compris ce point. J'avais une autre question. Moi, Néopost, on a beaucoup de grosses capitalisations, puis Néopost qui fait un peu moins de 2 milliards, qui est une plus petite valeur, c'est pas lui faire injure. Pourquoi ne pas mettre plus de profils comme ça, plus small et mid cap? Alors, en mode 3, on évite finalement les small et mid cap. Pourquoi Néopost alors? Alors Néopost parce qu'on joue le dollar. D'accord. C'est une TMT qui profite finalement du dollar beaucoup plus que on a beaucoup de pétrolières, on a Total et Repsol. Est-ce que c'est la bonne façon de jouer le pétrole en ce moment quand on voit les variations qu'il y a sur des CGG par exemple ou des techniques qui bougent beaucoup? Alors Total, on est très très sous-pondéré puisqu'on doit avoir 2,82, je dis ça de mémoire. On a 3%, oui. Oui, alors qu'on est presque à 10. Alors 9,5, on est à 9,5 pour le CAC 40. D'ailleurs, il y a une contribution relative. Même au-dessus, on est à 11,5. Il y a une contribution relative favorable, on va revoir le portefeuille. Total, c'est en effet négatif en contribution absolue, mais en contribution relative, c'est-à-dire par rapport au CAC, logiquement, comme on en a moins, ça baisse un peu moins. Alors, sur Total, nous, on sera prêt à revenir et vers des niveaux de 42, on sera clairement acheteur. Moi, je parlais du contraire, je parlais de vente davantage. Étant donné que vous nous dites le pétrole va baisser, pourquoi continuer à miser sur les pétrolières? Alors, déjà, Total, il y a 2 ans, c'était 39. On est quand même passé par 57. Et notre objectif reste à 57. Il évoluera peut-être. Même avec un baril sous les $80? Peut-être qu'on le révisera légèrement, mais on avait déjà intégré un certain nombre d'éléments pour considérer, parce que la fluctuation du prix du pétrole ne veut pas nécessairement dire qu'il y a pression sur les marges. Hubert? Moi, je suis pas très optimiste sur le pétrole en général, encore moins évidemment sur les services pétroliers qui, vous dites qu'effectivement, CGG est aujourd'hui la plus forte hausse de la semaine, mais évidemment, ça a été la plus forte baisse pendant 3 mois. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut voir sur le long terme. Dans le portefeuille, ce qui nous plombe un peu, ou en tout cas nous fait réfléchir, ce sont les banques. Les banques...
On a du Crédit Agricole et on a du Santander. Ça va moyen, notamment le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a eu boursièrement une mauvaise passe. Santander a été aussi relativement peu satisfaisant, mais globalement, en fait, les banques en Europe ne gagnent pas beaucoup d'argent depuis le début de l'année. La problématique. Et donc vous attendez un rebond ? Quelque part, on a acté, je pense, toutes les bonnes décisions de gouvernance des banques qui ont été saluées il y a 15 jours. Et je pense que le marché a respiré là-dessus. Donc maintenant, il faut voir venir l'étape suivante. Et on reste avec le schéma qui est que les flux devraient être satisfaisants, tandis que le stock et les bilans, eux, sont à la peine. Oui, alors, on a eu un baby low sur les banques. Les stress tests, on les a attendus. Ils sont bons, donc ça va dans l'autre sens. Et puis on a quand même, sur des banques comme le Crédit Agricole, par exemple, des banques qui sont très exposées à la banque de détail, et on ne peut pas dire que ce soit florissant aujourd'hui. Bon, un baby blues sur les banques, on retient cette expression. D'une part ça, et d'autre part le fait qu'avec des niveaux de taux d'intérêt actuels qui sont très bas, il faut qu'il y ait une demande de crédit. Et donc on reste malgré tout dans les banques ? On reste neutre sur les banques, effectivement, à travers ces positions. Alors, en parlant non loin des banques, on a les financières. On voit l'apparition d'une nouvelle ligne Allianz. On ne savait pas trop la semaine dernière, mais finalement, vous êtes décidé. On en a parlé 2 semaines de suite, donc on a tout fini à par fait. se lancer. On s'est lancé. L'idée sur Allianz, c'est finalement de considérer que la partie santé, prévoyance devrait être plutôt favorable, et c'est pour ça qu'on l'a préféré avec ça. Moi, je pense que c'est mieux qu'AXA pour plein de raisons. AXA, il y a ce problème de l'assurance vie en France qui est quand même un vrai problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on donne aux porteurs d'assurance vie des taux de rendement qui sont supérieurs à ceux des obligations, donc ça ne peut pas durer éternellement. Alors, bien sûr, les taux peuvent remonter. Allianz a souffert d'un délit de sale gueule avec le départ de son gérant vedette de sa filiale, de PIMCO, de sa filiale. C'est pas mal du tout. Il y a une stratégie à redéfinir, puisqu'on a à la fois le gérant de PIMCO, on a eu le directeur général qui est parti, mais c'est pas hors de prix. Hein. Mais c'est en Allemagne, et l'Allemagne va moins bien. L'Allemagne va moins bien, mais elle va moins bien que mieux. Hein. C'est en relatif quand même. PIMCO est aussi aux États-Unis. Oui. Bon. Non. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? Géant, donc c'est plus gros que ça. Est-ce qu'on fait des arbitrages ? C'est un géant, ça capitalise 10% de plus que ses fonds propres. Pas que sa valeur à la casse. Donc vraiment, Allianz, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Paul ? Cette semaine, déjà, on va regarder d'un petit peu plus près la façon dont réagit Altran. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'on pourrait plutôt, perspective, comme diraient les agences de notation, négative ou positive ? Essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un retour qui a été quand même très significatif, plus de 7% sur la semaine. C'est un titre qui nous a habitués historiquement à des... Voilà. Donc on va le regarder. Sous surveillance Altran, quoi d'autre ? Tout à fait. Pour l'instant, je dirais rien de très clair, si ce n'est ces niveaux sur lesquels on serait prêt à réinvestir, par exemple pour Total vers 42. Donc Total 42, on parce surveille. Parce qu'on est quand même très très peu présent sur ce marché, donc on a bien profité de la baisse finalement. D'accord. Le cycle, c'est un peu tôt. Voilà. Ça reste dans on est bien d'accord. C'est plus des opportunités de mouvement de marché qu'on saisirait de cette façon-là. Donc on reste défensif. On reste défensif, on n'a pas l'intention pour l'instant de prendre une autre orientation. Il faudrait des éléments, je dirais, macroéconomiques et géopolitiques. Bon, c'est ça, hein, la gestion, il faut défendre, avoir des convictions et puis les défendre. Et ce que vous avez fait très bien. Paul, aujourd'hui, en lieu et place de Thomas, qu'on retrouvera sans doute la semaine prochaine. Hubert, merci aussi pour votre rôle d'analyste et vos idées de cette boîte à idées. Et puis merci à vous tous pour les questions et pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.